Je suis tout à fait honoré d'être ici et de vous dire quelques mots sur la façon dont on apprend les mots. Et donc effectivement, dans le laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques, on s'intéresse beaucoup à l'acquisition du langage. On se pose la question de savoir comment est-ce que les bébés font pour apprendre leur langue maternelle, leur langue maternelle étant éventuellement au pluriel, puisque la situation d'être plongé dans un milieu multilingue est la situation la plus courante pour les bébés, quand on prend l'ensemble de la planète. Alors, quand on parle des bases biologiques du langage, il faut tout de suite faire une distinction qui n'est pas forcément évidente à faire et qui est important de faire parce que sinon on va se retrouver, à confondre un certain nombre de choses. C'est la distinction entre le langage parlé et le langage écrit. Donc cette distinction-là a été faite par Eric Lenneberg dans son livre sur les bases biologiques du langage en 1967. Et il a remarqué que si on fait cette distinction-là, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement, on peut distinguer les deux types de médiums de communication sur un certain nombre de points très importants. Donc si on regarde le langage parlé, on va s'apercevoir qu'il se trouve dans toutes les sociétés humaines qu'on a pu découvrir. Ce n'est pas le cas pour le langage écrit. Il y a de nombreuses sociétés humaines qui n'ont pas de mode de communication écrit, transcription écrite du langage parlé. On s'aperçoit également que le langage parlé, finalement, apparaît spontanément chez le bébé. Du moment que le bébé est plongé dans un environnement linguistique, le bébé va apprendre sans avoir une forme de tutorat particulier, alors que pour le langage écrit, il faut que les enfants aillent à l'école, ils doivent avoir des maîtres, des professeurs qui leur apprennent le langage écrit. On a également noté ce qu'on appelle l'acquisition explosive, c'est-à-dire que le langage parlé, finalement, va se développer de façon un petit peu spontanée et naturelle avec des étapes d'accélération, un petit peu comme pour la marche. Si vous prenez un bébé, il va tout d'un coup, un beau jour, il va se mettre à marcher, en gros, et on peut pas tellement prédire le moment où ça se produit, et les étapes préalables étaient vraiment très primitives par rapport à ce qu'il va être capable de faire un beau jour. Et ben on a le même genre de phénomène avec le langage parlé. On va avoir un bébé qui va en gros prononcer des syllabes, et puis tout d'un coup il va se mettre à produire des mots, et on va avoir son répertoire de mots va tout d'un coup accélérer de façon très spectaculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les explosions. On a des phénomènes d'explosion lexicale, d'explosion syntaxique qui se produisent. Alors qu'on a l'impression que pour le langage écrit, on a une acquisition beaucoup plus progressive et beaucoup plus, qui demande de la part de l'enfant un effort assez explicite. Le dernier point, c'est les corrélations avec un certain nombre de paramètres. Donc là, on a un certain nombre de facteurs extérieurs ou de capacités de l'enfant qui vont corréler avec l'acquisition du langage écrit. On a des fortes corrélations avec le niveau socio-économique, par exemple, des parents pour la vitesse d'apprentissage du langage écrit, alors que pour le langage parlé, on n'a absolument pas de corrélation. On a l'impression que finalement les bébés, à nouveau, du moment qu'on leur donne une quantité d'input auditifs suffisants, vont apprendre la parole, ils vont l'apprendre dans les mêmes étapes, dans les mêmes déroulements, quelles que soient finalement les circonstances dans lesquelles ils se trouvent plongés. Alors, sur la base de cette distinction-là, donc Eric Lenneberg a conclu qu'il y avait vraiment une différence entre les deux modes d'expression, le langage parlé étant finalement sous-tendu par ce qu'on peut proposer, être une espèce d'organe mental. Disons, pour Eric Lenneberg, le langage parlé est une fonction biologique, alors que le langage écrit est une acquisition culturelle. Alors, il y a eu depuis d'autres éléments qui ont été discutés et d'autres types d'informations qui ont été apportées pour continuer, à creuser cette distinction-là. Un des éléments très importants dont je parlerai un petit peu aujourd'hui, c'est la notion de période critique.
Et en particulier, ce qui avait été discuté depuis assez longtemps déjà, mais on a eu depuis des données nouvelles, c'est en ce qui concerne l'acquisition de la première langue. Donc ça, c'est des cas qui se produisent relativement rarement, heureusement pour les enfants, mais on a des cas d'enfants qui ont été, disons, totalement isolés, qui ont grandi à l'écart de tout contact humain. Donc là, c'est un cas vraiment extrême où il n'y a eu aucun contact linguistique. Et ce qu'on observe pour des enfants qui sont dans cette situation-là et qu'on remet en contact avec une société humaine à un âge, disons, avancé vers 14-15 ans, on observe en fait un manque, enfin un déficit très important dans l'acquisition de la première langue. Alors des cas ont été décrits, donc ça c'est le cas des enfants loups bien sûr, mais il y a d'autres cas qui ont été décrits d'enfants qui sont sourds de naissance et dont les parents ne se rendent pas compte immédiatement qu'ils sont sourds, et donc ils se retrouvent finalement coupés de l'input auditif qui leur a permis d'apprendre une langue, et à ce moment-là sont appareillés, mais appareillés relativement tardivement. Donc il y a eu un cas qui a été décrit récemment d'un enfant qui était appareillé à l'âge de 14 ans, ce qui est quand même très tard, et l'apprentissage de langage parlé est assez catastrophique. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a l'impression qu'il existerait pour la langue parlée une période critique, c'est-à-dire une période à l'intérieur de laquelle l'acquisition peut se produire de façon naturelle, spontanée, rapide, etc. Et si on se situe après cette période-là, il est possible d'apprendre quelque chose, mais c'est beaucoup plus difficile, et on a un plateau dans l'acquisition, c'est-à-dire que l'acquisition ne se produit pas de façon optimale, et le résultat est une communication extrêmement déficitaire. Alors d'autres notions plus biologiques sont intervenues et avaient déjà été discutées par Eric Lenneberg dans son livre. C'était la question de la spécialisation hémisphérique dans le cerveau, l'hémisphère gauche, pour le langage. Et ce que Eric Lenneberg avait noté, c'est que quand on a des lésions cérébrales dans l'hémisphère gauche, chez un adulte, ça va se traduire la plupart du temps par une aphasie, c'est-à-dire une perte dans la capacité de communiquer, que ce soit d'ailleurs en langage parlé ou écrit, avec une assez mauvaise récupération du langage. La plupart du temps, il y a une petite récupération, mais elle se traduit quand même par des déficits assez sérieux. Alors que si on a le même type de déficit chez des enfants, le langage récupère, et récupère dans l'autre hémisphère. Et donc l'idée d'Eric Lenneberg, c'était qu'en fait, son hypothèse était qu'à la naissance, il n'y avait pas de spécialisation hémisphérique, et que cette spécialisation hémisphérique se produisait pendant la gestation et pendant le développement de l'enfant, et se fixait à la puberté. Donc on a, avec ces deux notions-là, notion de plasticité fonctionnelle, disons, et de plasticité cérébrale, l'idée qu'on a vraiment quand même, dans le cas du langage parlé, un appareil biologique qui nous aide à apprendre des langues, et que cet appareil biologique fonctionne pendant une petite période de temps avec certains réseaux corticaux spéciaux, et qu'une fois cette période passée, l'apprentissage est beaucoup plus difficile. Alors, ces notions de période critique et disons d'appareil biologique pour apprendre le langage sont des notions très intéressantes quand on va regarder un autre cas de figure, qui est celui qui vous intéresse tous, je suppose ici, c'est celui d'apprentissage d'une autre langue. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a appris une langue maternelle et qu'on va se retrouver à apprendre plus ou moins tardivement une seconde langue? Eh bien, ce qu'on observe de façon assez forte ici, comme on peut le voir sur ce graphique, c'est qu'on a plus de difficultés pour apprendre une langue étrangère si on l'apprend tardivement. Et ici, en particulier, cette difficulté se traduit par un accent étranger. Donc ici, vous avez des immigrants qui sont arrivés aux États-Unis, et ça, c'est l'âge d'arrivée à la naissance, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, vous avez, sur cet axe-là, l'accent étranger, tel qu'il peut être mesuré. Donc on demande aux gens de produire une petite phrase, ensuite on va les faire écouter à des anglophones natifs, et on va leur demander est-ce qu'il y a un accent étranger. Vous voyez, alors il y a deux choses qui sont assez remarquables sur ce graphique. Un, c'est la dispersion. Vous voyez quand même que pour un âge d'arrivée donné, on va trouver, par exemple, arrivé à 10 ans, on va trouver des gens qui vont avoir un accent à couper au couteau,
mais on va avoir aussi des gens qui vont avoir un accent pratiquement indistinguable des natifs. Donc très grande dispersion, mais en même temps aussi tendance lourde. Vous voyez, la tendance lourde, c'est qu'effectivement, plus on arrive tardivement dans un pays, plus on va avoir un accent, on va avoir une forte probabilité d'avoir un accent important. Et on peut voir que, disons, passé 15 ans, il n'y a plus personne qui se retrouve au niveau de l'accent, disons, de l'accent natif. Alors, une des questions qui nous a intéressés, nous, dans le laboratoire, c'était de comprendre pourquoi cette courbe. Est-ce que d'une part, cet effet de l'âge a quelque chose à voir avec la période critique telle que j'en ai parlé tout à l'heure? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment la même chose que pour l'apprentissage d'une première langue? Est-ce que cette inflexion autour de la puberté est la même pour l'apprentissage d'une première et d'une seconde langue? Vous voyez que de toute façon, la courbe ici n'est pas du tout une courbe terriblement pentue. Enfin, il y a une décroissance finalement qui démarre très tôt, qu'on peut observer. Et puis l'autre question, qui est une question plus de psychologie cognitive, c'est de savoir quels sont les mécanismes. Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir un accent étranger? Est-ce qu'ils ont un accent étranger parce qu'ils n'arrivent pas à articuler, ou est-ce qu'ils ont un accent étranger parce que, par exemple, ils n'arrivent pas à entendre certains sons? Alors, disons, pour aborder ce type de questions, évidemment, il faut déjà avoir une certaine idée de la façon dont l'apprentissage d'une première langue se produit. Parce qu'en fait, l'apprentissage d'une seconde langue va être une greffe sur une langue qui existe déjà. Et donc, c'est très important de comprendre ce qui se passe quand le bébé déjà va être confronté à l'apprentissage d'une langue. Alors, là aussi, quand on aborde ces questions-là, il faut s'extraire un petit peu des idées reçues et des conceptions spontanées qu'on a de la chose, parce que disons, il nous semble, nous adultes, qu'apprendre une langue, c'est finalement quelque chose d'assez simple. Bon, il suffit de trouver les mots et puis de comprendre ce qui se passe et puis de mettre en correspondance les mots avec ce qui se passe. Voilà, en gros, le bébé va apprendre ce que c'est qu'une bouteille, il va apprendre ce que c'est qu'un micro, il va apprendre ce que c'est qu'une lampe, etc. Et c'est comme ça que l'apprentissage va se produire. Ça nous semble quelque chose de très simple et pas très compliqué. Donc vous voyez sur ce petit cartoon ici que la situation est plus compliquée pour le bébé que ce qu'il y paraît, parce qu'en fait ce que le bébé va entendre, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire il ne va pas entendre les mots, il va entendre effectivement un signal auditif, un signal acoustique très compliqué, un signal acoustique qui va contenir de l'information linguistique, mais aussi des sons qui n'ont strictement rien à voir avec le langage, par exemple des bruits à l'extérieur, voire d'autres conversations, d'autres personnes qui parlent autour du bébé. Et on voit tout de suite que quand on n'a plus le commentaire verbal, c'est beaucoup moins évident de savoir quelle est la signification même de ce qui est censé être porté par le message. Et donc le bébé va devoir simultanément travailler sur les aspects de compréhension de l'environnement, compréhension sociale, qu'est-ce que la maman essaye de dire, quels sont les objets, quelle est la situation qui est autour du bébé, quelles sont les émotions, les intentions, enfin tous ces paramètres-là doivent être captés par le bébé, et en même temps il doit travailler sur le signal lui-même pour essayer de découper ça en unités qui puissent être mises en correspondance avec cette description de la situation. Et donc voilà ce que le bébé doit apprendre. Il doit apprendre des éléments de la phonologie. La phonologie, c'est donc les sons élémentaires d'une langue particulière et la façon dont ces sons s'agencent. La morphologie, c'est la façon dont les mots vont également avoir une certaine structure interne. On va pouvoir prendre des mots, leur ajouter des suffixes, etc. Le lexique, c'est le répertoire, c'est le vocabulaire. Et puis la syntaxe, c'est la façon dont ces mots vont pouvoir s'agencer dans des phrases. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir apprendre puisque c'est des choses qui dépendent des langues. Et la question qui va se poser, c'est donc comment le bébé va apprendre tout ça. Ici, vous avez une représentation des mêmes éléments que le bébé doit apprendre. Il doit apprendre la phonologie, la syntaxe, la sémantique, le lexique, etc. Et si on se pose la question d'un point de vue purement logique, on s'aperçoit que le problème est très compliqué, puisqu'en fait, tous ces éléments sont interconnectés, sont interdépendants. Par exemple, pour savoir si
par exemple, pain et bain sont deux mots différents, donc est-ce qu'on doit mettre deux entrées lexicales différentes? Il faut savoir si peu et be sont deux phonèmes distincts dans la langue. Donc c'est le cas en français, mais ça ne l'est pas en coréen, ou ça ne l'est pas en arabe. Je peux prendre un autre exemple avec le ta et le ta, qui sont deux mots différents en hindi et qui ne le sont pas en français. Bon, donc là aussi, il y a une interdépendance, disons, entre les éléments qu'il faut stocker au niveau du lexique et les éléments qu'il faut distinguer au niveau phonologique. Et on peut voir qu'à tous les niveaux, entre chaque niveau pratiquement linguistique que le bébé doit apprendre, on va avoir ce problème d'interdépendance. Alors, alors, quand on voit tout ça, on se demande mais comment est-ce que les bébés font pour apprendre? C'est absolument incroyable que les bébés arrivent à apprendre aussi vite et sans aucun tutoring particulier leur langue. Et l'hypothèse qui est poursuivie par un grand nombre d'équipes qui travaillent sur ce domaine dans le monde, c'est de se dire que le bébé finalement est équipé de dispositifs d'apprentissage un petit peu spécialisés qui va l'aider à démarrer cette acquisition. Et donc l'idée, c'est que partant de ce qui est observable par le bébé, c'est-à-dire le signal acoustique, il va y avoir un mécanisme qui va lui permettre d'apprendre les phonèmes. Et ça, je vais vous donner un exemple de ça. Et donc uniquement sur la base du signal acoustique, on va pouvoir se faire une première idée de quels sont les phonèmes de la langue. Ça ne va peut-être pas être une idée définitive et peut-être le bébé va changer d'idée après, mais pour démarrer, il va travailler sur le signal acoustique uniquement. De la même façon, pour savoir quels sont les mots possibles, il va y avoir aussi un autre mécanisme qui va lui permettre de faire une première hypothèse, une première idée sur quels sont les mots dans sa langue, et de même pour les autres niveaux. Et puis ensuite, d'autres mécanismes viendront plus tard pour, compléter cette image, de sorte qu'à la fin, le bébé se fera une idée du système complet. Alors évidemment, quand on propose des modèles comme ça veut dire qu'effectivement, on propose que le bébé est équipé, dès le départ, de systèmes d'acquisition assez spécialisés et très, très efficaces pour extraire l'information qui est présente autour de lui. Alors je vais vous donner un exemple avec les sons, donc la toute première étape de l'acquisition. Donc les sons du langage, on peut en produire une infinité avec notre appareil articulatoire, mais ce que les psychoacousticiens ont repéré assez rapidement, c'est que notre perception en tant qu'adulte n'est pas du tout continue, elle est discrète. Et donc si je vous présente, je vous fabrique artificiellement un continuum de stimulus qui varie entre, mettons, peu et be, pas et bas, eh bien, vous allez être en fait capable de faire qu'un petit nombre de distinctions dans ce continuum de stimulus. En gros, si vous êtes français, vous allez faire deux distinctions. Vous allez entendre pas, ba. Si vous parlez le thaï, par exemple, vous pourrez éventuellement faire trois distinctions. Il y aura pa, et puis ensuite pa, et ensuite ba. Donc, notre perception est discrète, alors que les sons que nous pouvons produire sont continus. Donc ça, c'est un premier élément. Et alors, sur la base de ces observations, les chercheurs qui travaillent sur les bébés se sont posé la question de savoir est-ce que les bébés perçoivent également la parole de façon discrète. Et je vous parle de cette expérience parce que ça vous permet de comprendre comment on fait des expériences chez les bébés. C'est en fait une étude qui a été menée par Peter Hymas dans les années 70, au début des années 70, qui a vraiment lancé au niveau mondial, je dirais, le grand programme d'exploration des capacités linguistiques du bébé. Et donc, il a réalisé cette expérience chez des bébés de 4 mois, dans lequel il a mis une petite tétine. Il a mis une tétine dans la bouche du bébé. Et puis, le bébé, en tétant, allait allait déclencher la présentation de syllabes. Et donc là, chaque fois que le bébé allait téter, il allait entendre la syllabe ba. Ba, etc. Et ce qu'on observe sur la courbe, c'est que ça, c'est le taux de succion du bébé. On voit que le bébé est intéressé par ces stimuli, et puis ensuite, il va finir par se lasser un peu, parce que c'est toujours la même chose, toujours ba. Bon. Et puis, à ce moment-là, décidé par l'ordinateur, pour un certain nombre de bébés, on va changer, et on va aller. Donc le bébé va entendre ba, pa.
Et là, au moment du changement, on voit que le taux de succion remonte. Donc, si le taux de succion remonte, c'est que le bébé a repéré qu'il y avait un changement. Donc ça veut dire que le bébé est capable de distinguer entre pas et bas. Vous voyez qu'avec ce type de technique, on peut vraiment poser des questions de psychoacoustique au bébé, alors que le bébé, à 4 mois, ne parle pas. Et on peut savoir donc s'il peut faire cette distinction. Et là, vous voyez ce qui se passe quand on ne change pas la syllabe. Là, quand on a ba, 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 ça continue à descendre. Le bébé finit par s'endormir. Et alors là c'est cette condition-là qui est la plus importante parce que c'est celle qui permet de savoir que la perception est discrète et discontinue comme chez l'adulte, puisqu'ici, on a présenté un autre bas. D'accord ? Ce n'est pas le même bas que le bas de départ, c'est un autre bas qui est aussi différent de ce bas-là que le pas qui est ici. D'accord ? Donc là, on a mis la même distance acoustique, deux événements qui sont distincts acoustiquement, mais un qui reste dans la même catégorie et un autre qui franchit la catégorie. Et vous voyez que le bébé se comporte comme les adultes, c'est-à-dire de façon discrète. On ne va pas faire, nous, la distinction entre, mettons, bas et bas, avec un prévoisement plus long. Vous ne l'avez pas entendu, je pense. Je ne sais pas si je l'ai fait correctement. Mais de toute façon, vous ne l'auriez pas entendu. Et de la même façon, le bébé ne va pas entendre les distinctions qui ne sont pas pertinentes. Et bon, donc là, ce type d'expérience a été refait avec une technologie un peu plus avancée, des potentiels évoqués en haute densité ici. Vous voyez ce que ça donne sur la tête du bébé. Les résultats sont exactement semblables. Ça a été fait chez des enfants de 2 mois également. Donc au plus tôt qu'on puisse tester, le bébé et le cerveau du bébé répondent de façon catégorielle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant quelles sont les catégories qui existent chez le bébé tout petit. Parce qu'en fait, si on regarde à travers les langues, on s'aperçoit qu'il y a des grandes différences entre les inventaires de consonnes qui existent à travers les langues. Là, vous avez une langue ici qui comporte 92 consonnes différentes. La moitié est indiquée là seulement. De toute façon, vous ne pouvez pas les voir. Mais ici, on a le P aspiré, etc. Donc là, on a un contraste à 3. On a pas, pa et ba. Et puis là-haut, vous avez une langue qui n'a que 6 consonnes. Et donc, en fait, ça veut dire que le bébé va devoir apprendre, disons, dans quelle langue il se situe. Et la question est de savoir est-ce que le bébé démarre avec peu de catégories et va augmenter son répertoire, ou au contraire, est-ce qu'il démarre avec beaucoup de catégories, il va les diminuer. Et de façon un petit peu, disons, contre-intuitive, c'est plutôt cette deuxième solution qui semble être le cas. Et ce qu'ont trouvé des chercheurs canadiens, à la suite des travaux de Peter Hymas, c'est qu'effectivement, le bébé, si on prend un bébé anglais et qu'on le teste sur un contraste qui n'existe pas en anglais mais qui existe en hindi, là c'est le contraste entre ta et ta, par exemple, les bébés anglais sont parfaitement capables de faire ce contraste à 6 mois, mais le perdent à 12 mois. Vous voyez cette décroissance ici, cette chute, alors que si vous testez à 10-12 mois au même âge des enfants hindi, eux vont continuer à faire ce contraste. Et vous voyez que donc les bébés se sont débrouillés au cours de la première année de vie pour déterminer que dans cette langue-là, dans l'anglais, on peut laisser tomber le contraste entre ta et ta, alors que les bébés hindi, eux, ont déterminé qu'il fallait conserver ce contraste. Alors comment est-ce qu'ils font les bébés ? Sachant qu'à cet âge-là, à 12 mois, ils n'ont pas encore de mots. Ils reconnaissent que on estime que le répertoire de reconnaissance des mots à cet âge-là est d'environ une vingtaine de mots. Donc une vingtaine de mots, ça ne suffit pas pour avoir trouvé, disons, juste le couple de mots comme pain et bain qui leur permet de dire « Ah, là, il y a un mot qui veut dire quelque chose, un autre qui veut dire autre chose, donc ça veut dire que c'est un contraste pertinent. » Ils ont dû faire autrement. Et la façon dont ils ont fait, ça c'est une hypothèse qui est poursuivie actuellement, c'est que les bébés, en fait, sont des statisticiens extrêmement méticuleux. Donc ils sont à la fois des phonéticiens très très fins, comme on le voit, puisqu'ils sont capables de faire des distinctions que nous, adultes, ne faisons plus. Mais par ailleurs, ils font des statistiques extrêmement obsessionnelles sur les stimuli, et ils sont capables de repérer que dans une langue comme le hindi, par exemple, si on dessine un espace acoustique qui va aller du ta au ta, d'accord, les deux tas différents du hindi, eh ben, on s'aperçoit en faisant des mesures qu'en hindi, on va avoir une distribution qu'on appelle une distribution bimodale. C'est-à-dire qu'en fait,
Dans les productions des adultes, qui sont donc l'environnement auditif du bébé, on va avoir 2 pics. On va avoir beaucoup d'items qui vont être autour de cette valeur ici du ta, et beaucoup d'items qui vont être autour de cette autre valeur du ta. Alors que si on regarde ce qui se passe en anglais, on a une distribution avec un seul pic, une distribution monomodale. Et donc l'hypothèse, c'est que le bébé va faire des statistiques et va s'apercevoir que dans une langue, il y a 2 pics. S'il y a 2 pics, ça veut dire qu'il y a 2 catégories, alors que dans une autre langue, il n'y a qu'un seul pic. S'il n'y a qu'un seul pic, il y a une seule catégorie. Voilà, ça c'est l'hypothèse. Alors cette hypothèse a en fait été testée par ces chercheurs américains avec une langue artificielle. Ils ont fabriqué une petite langue justement où ils ont entraîné en fait des bébés anglais à faire une distinction qui n'existe pas en anglais avec 2 mini-langues, une langue avec 2 pics et une langue avec un pic. Et ils ont trouvé qu'effectivement, après 5 minutes ou 10 minutes d'exposition, les bébés continuaient à faire la distinction, alors que les bébés avec une seule bosse commençaient à perdre la distinction entre ces 2 items. Donc vous voyez que 5-10 minutes d'exposition, ça veut dire que vraiment le bébé apprend très très vite. Enfin, il est vraiment à la recherche de toutes ces informations statistiques qui peuvent le permettre de récupérer des choses sur sa langue.